l'actualité manquerait de relief. Cependant, même si j'ai été chargé de parler de vous, vous êtes là avant tout pour nous parler. Et nous parler de l'avenir de la droite en France. Et quelque chose me dit que vous êtes concerné au premier chef par cette question. Car oui, et c'est la principale conséquence de votre brillante défaite à l'élection du président du MP, vous avez quitté le train des cadrans ambitieux avec Nathalie Kosciusko-Morizet, Laurent Wauquiez, François Baroin et d'autres, pour monter dans le train des présidentiables pour 2017. Désormais, on parle de Sarkozy, de Juppé, de Fillon, un peu de Bertrand et beaucoup de Le Maire. Il y a quelques jours, Le Monde écrivait un article intitulé « Bruno Le Maire, objectif 2017 ». Samedi dernier, vous réunissiez les 300 cadres de votre réseau tissé depuis 20 mois. Même votre inconscient trahit votre envie d'y aller, avec des lapsus certes plus sages que ceux de Rachida Dati ou Bruce Hortefeux. Ainsi vous déclarez, en parlant des élections dans le Doubs, « Nous allons gagner cette primaire ». Alors que vous imitez Jacques Chirac aussi bien que les guignols de l'info, on se demande si vous rêvez du même destin, à savoir être une figure incontournable de la droite pendant les 35 prochaines années. Vous, le jeune quadragénaire qui organise des séances de questions-réponses sur Twitter, allez-vous moderniser et vivifier un débat politique qui ne suscite plus que dégoût, indifférence ou fascination morbide? Alors que vous dites que l'engagement pour le renouveau ne fait que commencer, j'aimerais vous poser une dernière question avant de laisser la parole à Maud et Mathieu. Monsieur le maire, êtes-vous l'avenir de la droite française? Bonne soirée, monsieur, encore merci. D'abord, vous avez un droit de réponse à votre présentation. Vous avez la réponse. Juste le micro bas. Non, la présentation me va très bien. Bonsoir à tous d'abord. Pardon pour mon retard, mais on a eu un bureau politique à l'UMP qui était compliqué, on va dire. On reviendra dessus si vous le souhaitez. Et merci pour la présentation. Voilà. Donc je n'ai rien à ajouter, à retrancher. Après, vous ferez une idée vous-même pour savoir quelle est la réponse qu'il faut apporter à la dernière question. Tout d'abord, quelques questions d'introduction. On vous a souvent associé dans les médias à Wauquiez, Bertrand, Baroin, NKM, vous les quadras de l'UMP, et pourtant vous êtes celui qui semble le plus émancipé. Pourquoi? J'essaie de faire des réponses courtes comme ça pour avoir des réponses nombreuses et vous pourrez vous aussi poser des questions. Là, la réponse elle est extraordinairement simple. Il fallait y aller en 2014, c'est tout. Donc il y a ceux parmi les quadras qui ont accepté d'être candidats à la présidence de l'UMP, en sachant que Nicolas Sarkozy serait candidat. Et puis il y a ceux qui se sont dit qu'il vaut mieux se mettre à l'abri de Nicolas Sarkozy, parce que Nicolas Sarkozy revient, il a été président de la République, il va reprendre le parti, et donc mieux vaut se mettre derrière lui. Moi j'ai fait un choix clair, je me suis porté candidat à la présidence de l'UMP dès le 11 juin 2014, en estimant que c'était une occasion de défendre mes idées de renouveau. Nicolas Sarkozy s'est présenté, tout le monde s'est rallié à Nicolas Sarkozy, et moi j'ai défendu mon bout de gras. Et ça a séduit effectivement près de 30% des militants UMP, 45 000 électeurs. Il n'y a que comme ça que l'on gagne son indépendance. Alors, je le dis pour chacun d'entre vous, je pense que l'intérêt de nos échanges, c'est aussi que ça vous fasse progresser vous-même dans votre carrière professionnelle ou politique à venir. Pour ceux qui voudraient faire de la politique, on ne grandit qu'en s'opposant. Et à partir du moment où on s'oppose, on prend un risque. C'est sûr que si j'avais fini à 7 ou 8%, je ne serais même pas là ce soir pour parler devant vous. Mais quand on arrive à faire un beau résultat à la fin, eh bien on a gagné son autonomie et son indépendance. La réponse elle est très simple, il faut savoir s'opposer pour grandir, et il faut savoir s'opposer pour gagner son indépendance. Et donc justement, vous parlez de vos 30% à la campagne UMP, et en effet, vous avez eu une année 2014 très intense, vous revendiquez plus de 210 déplacements depuis 2013, vous avez percé dans les sondages. Qu'est-ce que vous allez faire en 2015 ? Je vais me reposer, parce que 2014 a été très fatigant. Prendre un peu de vacances, partir au soleil parce que j'étais un petit peu pâle, boire parce que c'est agréable. Ouais, c'est ça mon programme pour 2015, comme vous l'imaginez. Mon programme il est très simple, c'est repartir sur le terrain,
retrouver les Français à nouveau, essayer de présenter une offre politique qui soit vraiment nouvelle, vraiment différente. Et puis après, pour les primaires, je prendrai une décision en janvier 2016, pas avant. Alors on va maintenant parler un peu de politique française. Vous sortez aujourd'hui des questions au gouvernement où il était question en partie de la loi Macron. Vous avez d'ores et déjà annoncé que vous ne la voterez pas. On peut se demander pourquoi, parce que la droite avait soutenu le rapport Attali. Vous faisiez partie du gouvernement quand le rapport Attali a été présenté. Et donc on peut se demander s'il n'y a pas quelque chose un peu hypocrite aujourd'hui dans la position d'une majorité de l'UMP dont vous faites partie, qui consiste à dire ça ne va pas assez loin, donc je ne vote pas la loi Macron. Donc pourquoi ce positionnement? D'abord, moi je me félicite tous les jours d'avoir pris position tout de suite contre la loi Macron. Je sais bien que beaucoup pensent que c'était un bon petit pas dans la bonne direction, que donc il fallait accompagner ce petit pas. Mais d'abord, il n'y a même pas de petit pas dans la loi Macron. Il n'y a plus rien du tout. Prenez l'exemple des notaires. On nous dit qu'il faut libéraliser les professions réglementées, notamment les notaires. Moi, déjà, je fais une petite remarque, c'est que la première des professions réglementées en France, c'est les fonctionnaires. Donc si on voulait vraiment libéraliser quelque chose, il aurait fallu commencer par la fonction publique. Je ne vois pas ce que les notaires et les professions réglementées ont fait de si mal pour qu'on veuille les ouvrir comme cela à la concurrence. Donc on nous dit on va libéraliser, on va ouvrir la libre installation de chacun. Si vous voulez ouvrir un office notarial n'importe où en France, vous pourrez l'ouvrir. Et puis on va encadrer les tarifs, parce que ça permettra d'avoir des tarifs beaucoup plus faibles pour les clients. Après tout, pourquoi pas? 6 mois de débat là-dessus. Des centaines et des centaines d'heures de débat en commission des affaires économiques, à l'Assemblée nationale. Des débats qui commencent à 8 heures, qui finissent à 2 heures du matin. Des amendements par milliers, des rapports qui sont épais comme des bottins. Puis au bout du compte, la libéralisation, on va être encadré par une cartographie qui va être décidée par le garde des Sceaux, qui donnera un quota d'installation possible, qui va être réduit. Le fameux corridor tarifaire, il a été abandonné aujourd'hui. Tout ce qui était dans la loi, au bout de 6 mois, a été détricoté. Eh bien moi, c'est ce que je ne supporte plus dans la vie politique française. Et qui explique pourquoi le citoyen s'éloigne de la vie politique. C'est que ça fait 6 mois qu'on débat pour rien, et qu'on est revenu au point de départ sur ce sujet-là. C'est de la perte de temps. Moi, j'aimerais simplement qu'on regarde quels sont les vrais problèmes de la France et qu'on y apporte des solutions pour qu'on n'ait plus 3,4 millions de chômeurs et en réalité 5 millions de personnes qui aujourd'hui sont sans emploi. Les vrais problèmes, ils ne sont pas chez les notaires, ils ne sont pas chez les clercs de notaire, ils ne sont pas chez les huissiers et ils ne sont pas chez les transporteurs de cars. Et je me retrouve parfaitement dans la position d'un Thomas Piketty, qui pourtant n'est pas vraiment de mon bord politique, même si c'est un copain de promotion et un ami personnel, quand il dit franchement, passer 6 mois pour créer 200 postes chez les chauffeurs de car, ça ne sert pas à grand chose. Il a raison. Les vrais problèmes, ils sont sur notre fiscalité, sur le droit du travail, sur le contrat de travail, sur le statut de la fonction publique, sur la dépense publique. Qu'est-ce qu'on attend pour traiter ça? Et nous, parlementaires, on serait caution de ces faux débats sur des faux sujets? Moi, jamais. Je ne veux pas être caution de tout ça. Alors on peut me le reprocher, on peut dire qu'on peut avoir une attitude plus conciliante. Moi, je ne suis pas un garçon très conciliant, dans le fond. Je préfère défendre mes positions, quitte à ce qu'on ne soit pas d'accord, mais je refuse de poser les mauvais sujets au mauvais moment, alors que la situation du pays est aussi dramatique. Je veux que, très rapidement, nous mettions sur la table les vrais sujets qui empêchent la création d'emplois dans notre pays et qui empêchent à des millions de personnes de vivre dignement en France. Et on pourrait dire que toute réforme est bonne à prendre aujourd'hui en France. Pourquoi pas non, pas la voter? Non, toute réforme n'est pas bonne à prendre. Parce que tout le temps que vous passez sur les notaires, les clercs de notaire, les huissiers, vous ne le passez pas sur le contrat de travail. Pour prendre juste cet exemple. Moi j'étais il y a quelques jours au salon de l'emploi qui avait lieu à la Halle de la Villette. Donc je suis allé voir les jeunes qui y étaient. Les jeunes qui étaient là-bas, ils n'avaient pas fait HEC. Ils n'avaient pas fait l'ENA, ils n'avaient pas fait Normale Sup. Ils cherchaient tous un emploi depuis des mois, des mois et des mois. Certains avaient déposé 40 CV par jour avec une réponse négative à chaque fois. Ils m'ont tous dit, notamment beaucoup de gosses issus de l'immigration, vous savez, nous, la seule chose qu'on demande, c'est qu'on puisse faire nos preuves dans une entreprise.
Après, si on nous dégage au bout de 3 semaines, d'un mois, 2 mois, c'est pas grave, mais au moins qu'on nous laisse faire nos preuves et qu'on a un contrat de travail qui soit très souple, on s'en fiche complètement du moment qu'on a un contrat de travail. Et moi, je préfère qu'on passe 6 mois à discuter sur le contrat de travail pour avoir un contrat de travail plus souple, qui permette effectivement de se séparer plus facilement du salarié si c'est nécessaire, s'il y a un retournement de conjoncture, si le salarié ne convient pas, plutôt que de discuter des notaires, des clercs de notaires et des huissiers. Moi, ça me paraît vraiment la seule position tenable. La situation du pays serait rose. On aurait 3% de croissance et 5% de chômage. Je veux bien, on pourrait peut-être débattre de cela, mais la situation est dramatique. Je pense que chacun d'entre vous le voit sur le terrain, vous les voyez, les gens qui cherchent un emploi. Vous les voyez, les personnes de 50 ans qui sont licenciées, qui ne retrouvent rien. Vous les voyez, tous ces jeunes qui sont dans les quartiers, dans les zones rurales, qui n'en proposent absolument rien. Même pas une mission d'intérim, même pas un CDD. Et eux, ils entendent que la classe politique discute des offices notariaux. Mais qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? Franchement, moi je refuse les politiques qui ne répondent pas aux attentes des gens aujourd'hui. Je veux qu'on mette les vrais sujets sur la table, ceux qui font mal et ceux sur lesquels on ne sera pas d'accord. Et je ne veux pas m'embarquer dans des débats infinis sur des sujets qui sont totalement accessoires. Au-delà de cet argument, on a l'impression que vous avez un peu peur de voter une loi PS. Je prends un exemple, c'est le non-cumul des mandats. C'est qu'on va dire que c'est vraiment notre symbole fort. Vous êtes vraiment le personnage politique qui milite le plus pour le non-cumul des mandats, aussi bien dans la durée que dans l'espace, on va dire. Et pourtant, vous n'avez pas voté la loi sur le non-cumul des mandats en 2012 en disant ça va passer loin et j'ai pas envie de voter une loi PS. Vous avez peur un peu d'alimenter le discours UMPS, du FN. On a l'impression qu'il y a des formes d'opposition artificielle entre l'UMP et le PS. C'est bien, je vois que j'ai un contradicteur qui est tenace, ça me plaît. Moi, j'assume de préférer être dans le camp de ceux qui ne votent pas la loi, mais qui ne cumulent pas les mandats, plutôt que dans le camp de ceux extraordinairement nombreux qui ont voté la loi au Parti Socialiste et qui continuent de cumuler les mandats. Je crois à la pratique politique. Moi, effectivement, je suis simplement député. C'est mon seul mandat législatif et je n'ai pas de présidence d'exécutif. Je suis conseiller régional d'opposition, mais je ne suis pas président d'un exécutif, président d'un conseil régional, d'un conseil général ou d'une mairie. Et je pense que nous avons tout intérêt à continuer à avancer dans cette direction-là. Ensuite, oui, je trouve ça totalement insuffisant, c'est pour ça que je n'ai pas voté la loi. Je pense qu'on ne peut pas interdire le cumul des mandats sans réduire le nombre de parlementaires, pour avoir des parlementaires qui ont vraiment une fonction qui a du poids, comme c'est le cas dans d'autres pays. Moi, j'ai proposé 400 députés au lieu des 577 aujourd'hui. Je pense qu'il est indispensable, c'est une des réformes les plus importantes, qu'on limite à 3 le nombre de mandats successifs des députés. Parce que sinon, c'est toujours la même chose. On prend systématiquement le sortant. Il peut en être à son 5e ou 6e mandat, il a 78 ans, il est sortant, donc on ne le remplace pas, il peut faire un 6e, un 7e mandat. Il n'y a jamais de renouvellement de la classe politique. On a limité à 2 le nombre de mandats du président de la République. Moi, je propose qu'on limite à 3 le nombre de mandats d'un député ou d'un sénateur, et ça fera de la place pour des jeunes comme vous. Enfin, dernière chose à laquelle je suis très attaché, et si tout avait été dans cette loi, j'aurais voté effectivement cette loi, c'est la démission de la fonction publique. Je voudrais là aussi qu'on regarde à quel point notre République et les principes républicains les plus élémentaires ont été dévoyés depuis des années. Pourquoi est-ce qu'on a donné l'indépendance et la garantie de l'emploi à des hauts fonctionnaires, à des élèves qui sont issus de l'ENA? Pour une seule et bonne raison, c'est que la garantie de l'emploi, ça leur garantit l'indépendance de fonctionnaires et l'indépendance vis-à-vis du monde politique. Lisez à l'origine ce qui était écrit sur la création de l'École nationale d'administration. Lisez ce qu'a écrit Michel Debré, pardon, c'est pas un auteur très glamour, mais ça vaut le coup de le relire pour qu'on comprenne quelle était l'intention. Le texte commence par « afin de garantir l'indépendance totale des hauts fonctionnaires vis-à-vis du pouvoir politique, il est créé une École nationale d'administration. » 50 ans plus tard, tous les responsables politiques du plus haut niveau sont des énarques. Cherchez bien là. Et les gars, ils gardent tous les avantages qui vont avec. Si la carrière politique tourne mal, ils peuvent retrouver leur poste. Ils continuent à accumuler leur point de retraite. Ils gardent tous les avantages, ceintures et bretelles au cas où les choses tourneraient mal. Comment vous allez expliquer ça à un employé, à un ouvrier,
à un salarié modeste qui voudrait faire de la politique et qui, lui, si jamais il fait de la politique, il risque de perdre son job. C'est indéfendable. Donc moi, je demande qu'on oblige tous les hauts fonctionnaires qui font de la politique, le président de la République, le premier, à remettre leur démission de la fonction publique. Si on en revient un petit peu à l'actualité, vous nous disiez il y a à peine 30 minutes que vous veniez de voter le ni-ni donc dans le tout. Est-ce que vous pensez que c'est la bonne réponse pour l'UMP? Est-ce que, et puis plus généralement, quelle est votre stratégie vis-à-vis du FN et particulièrement chez les jeunes? Ça, c'est pas une question facile. Et c'est la question la plus difficile qui se pose aujourd'hui pour un membre de l'UMP. Ça fait 30 ans que le Front National progresse dans notre pays. Et au bout de 30 ans, il est arrivé à ce à quoi on pensait qu'il n'arriverait jamais, c'est-à-dire aux portes du pouvoir. Avec le risque de voir un jour Marine Le Pen élue présidente de la République, ou un autre risque auquel tout le monde semble se résigner, qui est de se dire il faut simplement se qualifier pour le second tour face à Marine Le Pen, et comme ça, on gagnera l'élection présidentielle. Sauf qu'une élection présidentielle gagnée à 55% contre Marine Le Pen, qui ferait 45%, le pays est tout simplement ingouvernable.